la chaîne qui donne envie d'agir. Salut Jean-Luc. Bonjour. Vendredi 15 juillet 2016, 25e édition du Festival des Vieilles Charrues. Comment tu te sens ? Plutôt pas mal. Est-ce que tu as déjà été interview-massé ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Pourtant, t'en as connu des interviews. Quelques-uns ou quelques-unes. Ouais. Tu les cumules ? C'est un ou c'est une ? Une. Une interview ou un interview ? Ouais. On va appeler Maître Capello. Ouais, parce que... Et puis d'ici la fin de l'interview, on aura peut-être la réponse. Comment est née l'histoire d'amour entre Jean-Luc et les Vieilles Charrues ? Donc j'ai démarré en 94, la première année à la sécurité, et la deuxième année à faire des frites et des merguez. Étant donné que dans une fête de ma commune, à la Croix-Neuve, à 6 km de carré, je m'occupais des frites et des merguez à chaque pardon, tous les ans. Donc je m'étais dit, la meilleure des choses, c'est d'aller faire ce que je sais faire. Et assez rapidement, tu vas prendre des responsabilités qui vont t'amener à prendre la coprésidence en 2003 avec Jean-Philippe Quignon. On a tiré au sort et la présidence est tombée sur Paul Elie. Et moi, je me suis retrouvé vice-président. Et dans l'année ou l'année et demie qui a suivi, Paul est tombé malade. Donc je me suis retrouvé à prendre des responsabilités parce qu'il était simplement arrêté. Et puis l'année suivante, il nous a dit qu'il ne voulait pas continuer. À l'époque, moi je ne voulais pas du tout me mettre à cette présidence. Et puis les raisons elles étaient relativement simples, c'est que mon franc-parler ne me mettait pas à l'aise avec les artistes et les journalistes. Je suis désolé. Oui, tu es un homme de communication et à la fois peut-être un peu direct parfois. Ouais, souvent. Et puis, on va dire... tu t'es soigné ? Ouais, voilà, c'est des choses, on se soigne. Et puis, Paul nous a dit ce soir-là, tu veux pas t'occuper de la communication et de l'artistique. On a un gars qui s'occupe de l'artistique avec Jean-Jacques, c'est Jean-Phi. Et en plus, il est journaliste. Donc, la meilleure solution, c'est de faire une coprésidence. Et je me suis retrouvé coprésident avec Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe a été sur le devant de la scène pendant de nombreuses années, toi plutôt sur la partie logistique, organisationnelle. Oui, c'est ça, on se partageait bien les choses puisque Jean-Philippe prenait des décisions surtout de la partie communication et artistique, et puis moi je m'occupais du reste. Et c'est vrai qu'on a eu une... Et ça fonctionnait bien comme ça ? C'était même pas bien, c'était très bien puisque on était... tous les jours en contact. À vrai dire, on était complètement sur la même longueur d'onde sur vers où il faut aller dans le festival, sur l'éthique du festival. Donc le jour où ça s'est arrêté, ça a été assez cruel. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu acceptes de faire ou d'être quand Jean-Philippe nous a quittés ? C'est relativement simple puisque Jean-Philippe... quelques semaines avant le festival 2012, avait décidé d'arrêter sa chimio pour être en forme au mieux qu'il pouvait pour le festival. Et puis il a redémarré ses soins une semaine après le festival. Et à sa première visite à Rennes, le soir même, il m'a rappelé en me disant c'est râpé, l'histoire va s'arrêter. Et il avait deux souhaits. Le premier souhait, c'est que j'en parle à personne. C'est ce que j'ai fait. Et donc en raccrochant le téléphone, il m'a dit de toute façon c'est la dernière fois que je t'aurai au téléphone. Je vais consacrer les derniers moments à ma famille. Et Jean-Luc, je compte sur toi
pour que cette histoire continue. Donc il a fallu que tu apprennes à faire et être quelqu'un d'autre. Ah oui, complètement, hein, dans plein de domaines. Entre autres des domaines où il était lui très présent. Hein. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu apprennes particulièrement? Je pense que la communication, c'est quelque chose qu'il savait super bien faire. Il n'était jamais polémique, lui. C'était toujours bien. Tu peux l'être, toi, parfois? Ouais, c'est toujours assez difficile. Hein. Moi, je suis quelqu'un du... Je peux pas dire les choses pas vraies, quoi. C'est-à-dire que systématiquement, Jean-Phi avait le mérite, alors je ne sais pas si c'est le mérite ou c'est le pouvoir, mais de relativiser les choses et puis de minimiser les choses. Et puis, alors que moi, il est évident que quand j'ai quelque chose dans la tête, ça reste pas dans la tête, quoi. Est-ce que tu t'es fait peur parfois sur ta façon de communiquer, ta façon directe de communiquer? Bien sûr, hein. Bien sûr. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, je me dis... Tous les jours, tu te mets en danger? Ah ouais, clairement. Hein. Clairement, parce que tous les jours, on a des choses à dire et tous les jours, on sait très bien que ne pas les dire, c'est beaucoup plus simple. Mais ça règle rien, quoi. Parce que quelque chose qui n'est pas dit, ça traîne, ça gangrène, et au final on les retrouve quand même. Mais puissance 10 ou puissance 100 parfois. Tu as une capacité à mélanger pro et perso, je me souviens t'avoir plusieurs fois entendu dire ça. Comment est-ce que tu gères cette capacité à avoir une frontière quasi inexistante entre tes différentes postures, à la fois de président, à la fois de dirigeant de société et bien sûr la posture personnelle de Jean-Luc? Moi, je crois que c'est la passion. Je suis un passionné, donc comme je suis passionné, aujourd'hui j'ai 3 choses dans ma vie, hein. Il y a ma famille. Aujourd'hui j'ai la chance d'être grand-père depuis presque 2 ans. Et puis après il y a 2 passions qui sont les vieilles charrues et qui sont mon métier que je fais depuis 30 ans, puisque c'est la 30e année dans la boîte. Donc forcément, quand on est passionné, on est capable de mélanger les choses. Et en même temps, parfois, c'est bien de ranger les différentes fonctions à leur place? Oui, bien sûr, mais il faut. Ça c'est un sport. Hein. C'est un sport. Ça se travaille. Et, comment est-ce que tu gères notamment ton identité numérique? L'identité numérique aujourd'hui, elle est aussi mélangée. Alors, le Facebook, il est quand même assez réservé le Facebook est assez réservé à Jean-Luc Martin. Et le Twitter, il est mélangé. Et le LinkedIn, pareil, il est mélangé. Enfin, tout est mélangé. Tout est mélangé. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes d'aujourd'hui qui peut-être ont le mélange un petit peu facile, mais qui n'ont pas ton expérience à toi, ta maturité à toi, pour gérer justement ces différentes fonctions? Se lâcher et ne pas se mettre de frontières, ne pas se mettre de barrières. Quand on a envie de quelque chose, il faut y aller. Il ne suffit pas de dire on a envie. Moi, tout ce que j'ai, on ne me l'a pas donné. Hein. Je l'ai pris. Tu es éminemment animé par la valeur travail. Ah ouais. Et la valeur combativité. Ah ouais. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut travailler et ne rien lâcher. C'est-à-dire, moi, je baisse jamais les bras. Peu importe dans quelles circonstances. Moi, le non, quand il faut dire non, je le connais. Hein. Et souvent, je sais dire non. Mais le non qu'on peut t'opposer, ça, tu t'arrêtes pas au non qu'on peut t'opposer? Ah ben, quand on vient m'opposer, il vaut mieux arriver avec des arguments. Ça, c'est clair. Alors, autant je vais m'opposer si je maîtrise le sujet. Si je ne maîtrise pas le sujet, je fais confiance. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? On interroge avec Lilian sur ce festival des Vieilles Charrues depuis plusieurs années, le lien qu'il peut y avoir entre bénévolat et emploi, vie professionnelle. Qu'est-ce que tu dis à celles et ceux qui sont perdus, ont du mal à s'orienter professionnellement, ont du mal à évoluer vers quelque chose qui les intéresse? Qu'est-ce que tu leur dis et en quoi le bénévolat peut apporter des solutions à ces personnes?
Alors déjà, moi je mélange les deux, donc forcément, tout ce que je mets en application dans un, je le mets en application dans l'autre. Et tout ce que j'apprends dans un, j'apprends dans l'autre. Enfin, et c'est ça qui est hyper riche, c'est-à-dire qu'on se retrouve à... Enfin, tout est lié. Enfin, c'est la même histoire. Hein. C'est peut-être pas le même résultat et la même forme, mais l'histoire, elle est exactement la même. Le management, c'est exactement pareil. Le côté économique. Enfin, moi, j'ai 3 valeurs qui sont simples. Hein. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut toujours se poser la question de ça coûte combien, ça rapporte quoi, et ça éclabousse qui. C'est toujours Et si on se pose ces 3 questions-là tout le temps, il ne peut pas y avoir d'histoire. Et beaucoup commencent par ça va rapporter quoi. Ensuite, oui, mais ça va coûter quoi. Très peu de gens s'occupent de ça va éclabousser qui. À éclabousser qui, c'est très large. Hein. C'est la question du résultat. Oui, mais pas que de résultats, parce que le éclabousser qui, peut-être ça va mettre en défaut des amis, ça va mettre en défaut. Enfin, c'est pas que du résultat économique, quoi. C'est presque la logique militaire, là, pour le coup, que tu es en train de nous revisiter. Force, faiblesse, opportunité, menace. Je sais pas, parce que j'ai pas fait mon service. T'as pas fait ton service. Tu te retrouves dans cette logique stratégique que possèdent les militaires. Ils savent ce qu'ils veulent, en général. Ah ouais. Faut jamais baisser les bras et garder le cap. Garder le cap. Moi, je dis souvent ça à mes gens chez Tufigo Rapidex. Garder la société que tu diriges. Ouais, c'est garder le cap. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une décision et qu'on doit aller dans une direction, qu'on sait ce que ça va nous apporter, ça va nous coûter quoi, et tous les à côté sur lesquels il va falloir faire très attention, même s'il y a des embûches, parce que des embûches il y en a tout le temps, tous les jours, tous les matins, faut les gérer une par une. Alors moi je suis un peu du style, il y a un ravin où il y a un tas de merde, je mets les pieds dedans, quoi. Contrairement à beaucoup aujourd'hui où on essaye de faire autrement. Est-ce que tu travailles sur toi ? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Comment tu travailles sur toi ? Il y a Alain Prost qui disait pour gagner, ce qu'il faut connaître, c'est ses inconvénients et ses défauts. Et quand on connaît ses inconvénients et ses défauts, on est sans arrêt en train de penser à ça. Et on les combat en permanence. Et alors tu fais comment, toi, au quotidien, pour identifier tes inconvénients, tes défauts ? Il faut les identifier. La réaction des gens, la tête qu'ils font quand on leur dit quelque chose. Et ça, c'est de nature à te faire travailler sur toi, à te remettre en question ? Ah ouais, très clairement. Un exemple ? Là, peut-être qu'il date de ce démarrage de festival. Il y a des choses qui te font rigoler, puis il y a des choses qui te font faire des yeux comme ça. Là. Il y a des choses où tu es étonné, et il y a des choses qui te font rigoler. Si ce que je te raconte te fait rigoler, et que tout à l'heure, je dis la même chose à quelqu'un qui le fait rigoler aussi, je sais que ça marche. Par contre, si tu fais 2 choses et qu'il y a un qui rigole et il y a un qui trouve pas ça drôle, c'est pas bon, quoi. Tu es connecté aux émotions des autres, t'es un intuitif. Ah ouais. Rien qu'à voir la tête des gens, je sais s'ils sont en forme ou pas en forme, je sais qui il faut s'occuper aujourd'hui et pas s'occuper demain. Et la difficulté, c'est quand on travaille avec les gens, c'est facile. Quand on est déconnecté des équipes, pour X raisons, hein, moi depuis 6 mois à l'entreprise, j'ai un peu changé ton fusil d'épaule. Mon fusil d'épaule, je m'occupe énormément de développement aujourd'hui, donc je suis beaucoup moins à la société. Et le fait d'être déconnecté, forcément les gens ils sont habitués. Enfin moi c'est du contact. Je m'occupe beaucoup des gens sur le festival et je passe voir partout. Et des réflexions, des machins, c'est ça qui nous permet d'avancer. L'année dernière, sur cette même chaise, nous avions accueilli Jérôme Tréorel, et je lui avais posé la question de savoir en quoi tu déteignais sur lui. Je te pose la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Qu'est-ce qu'il m'apporte ? Je pense qu'il est besogneux. Donc forcément, moi très souvent j'ai les idées. Alors, des idées qui parfois sont complètement folles. Et Jérôme, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on va pouvoir émettre une nouvelle idée ou émettre une nouvelle direction et qu'on arrive à matcher ensemble, lui, il la met en application, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire toute la partie opérationnelle, toute la partie management des gens pour arriver à cette idée. Alors des fois, c'est hyper rapide.
une idée, pouf, 2 minutes après il est OK et 4 minutes après c'est parti. Puis des fois c'est plus long, à Monez ça a mis 4 ans. Mais on y est arrivé. Et ça finit par se faire. Il va falloir qu'on te libère pour d'autres obligations. Un président de festival, et quel festival, forcément, est très occupé. Deux dernières questions. Un souvenir de Vieille Charrue, de toutes ces éditions que tu as suivies de très près de l'intérieur. Peut-être un souvenir surprenant. Un souvenir surprenant. Il y en a tellement que je ne sais pas. En 2001, à l'époque, je m'occupais de logistique et de restauration. Le lundi matin, il nous restait un camion complet de salades et de produits. Voilà. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. On a pris le camion et on est allé dans les campings et on a tout distribué. Et les gens qui étaient avec moi, c'était assez fabuleux parce qu'on arrivait dans les campings, en plein milieu du camping, on a ouvert les portes. Et puis les gens, ils regardaient et puis ils ne venaient pas. Et alors, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi ils ne venaient pas, ils croyaient que c'était payant. Et du coup, mais non, c'était pour distribuer. Ah, puis alors là, c'était la folie, quoi. Mais ça, c'est plein de moments comme ça qui sont fabuleux. Parce que... Qu'est-ce que tu réussis, Jean-Luc? On est sur la chaîne Réussir. Qu'est-ce que tu réussis au quotidien? Qu'est-ce que je réussis Qu'est-ce que je rate, plutôt? Parce que, en règle générale... Ah ça, on ne me l'avait pas faite, celle-là, encore. Comment? On ne me l'avait pas faite celle-là encore. Bah ouais. Il n'y a que Jean-Luc Martin qui pouvait avoir la capacité à se différencier. Ouais, parce que quand... Alors, la particularité, c'est que c'est dur à expliquer ça. C'est dur à expliquer. Quand j'entreprends quelque chose, je gratte le truc, j'écoute, je regarde, je demande l'avis, voilà. Et puis à un moment donné, j'y vais. Et j'ai déjà fait un gros tri, quoi. Si j'y vais, en règle générale, ça réussit. Et pourquoi? Parce que j'ai su à un moment donné dire j'y vais pas. Alors, tu sais renoncer. Tous les jours. Et c'est la même histoire que l'émotion. Tu parles d'une histoire à quelqu'un, tu as le premier qui te dit mais ça va pas, le deuxième qui te dit mais ça va pas coller, le troisième qui te dit ça va pas coller. Faut pas être con non plus, quoi. Et en général, différents types de personnes, différents niveaux de boulot, d'expertise et tout ça. Et du coup, forcément, la vie des autres, c'est ça qui nous fait avancer. L'interview massage avec Aurélie Poulichet, la Merci responsable beaucoup. des masseurs. Enchanté. Ouais, c'est pas mal. Les interviews autres. Pourquoi? Avec le massage. Ah ben non, mais il n'y a pas photo. Tu reviendras? Ah bah ouais. On fait ça l'année quand prochaine. on m'invitera. Ah bon, très vite. Merci. L'année prochaine. Merci à Mathieu Rival et à Lilian Rival au cadrage. Merci Aurélie. Merci Jean-Luc. Finalement, on se fait du rab. C'est rare les interviews où on peut poursuivre après s'être dit au revoir, Jean-Luc. Mais à vrai dire, est-ce que je suis resté pour toi ou pour elle? Je pense que tu es resté pour Aurélie. Je te pose des questions quand même ou pas? Ouais. Tu veux bien? Bon, finalement, tu es attendu un petit peu plus tardivement que prévu. Je voulais te parler de mobilité, puis on reviendra bien sûr aux Vieilles Charrues. La mobilité, ça veut dire quoi pour toi? Si un gamin de 10 ans te posait la question de savoir ça veut dire quoi être mobile, tu lui réponds quoi? Être mobile? Ouais. Moi, je vais te répondre, être mobile, c'est avoir la possibilité de faire ce qu'on a envie, quand on veut. Et la possibilité surtout. Quand on voit aujourd'hui toutes ces personnes en situation de handicap, parce que la mobilité, c'est pas forcément la mobilité physique, quoi. On voit hier soir, j'étais sur la plateforme handicapée, et c'est vrai que quand on voit la joie des gens qui se retrouvent là une fois dans l'année, avec le sourire de voir Jeanne Haddad ou passer les voir, et des artistes qui prennent le temps d'y aller, c'est génial. Mais la mobilité, c'est pas forcément que ça. Quelque part, le festival, dans la mobilité, permet... je suis revenu dessus à la conférence de presse hier, parce que le but du festival, c'est justement de programmer tous les jours des choses complètement différentes. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui va venir voir un artiste parce qu'il aime bien, et la scène d'avant ou la scène d'après, c'est un artiste qui a horreur. Et du coup, il se retrouve à ne pas avoir le choix. Donc là, du coup, c'est l'immobilité. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans un espace où il y a de la musique qu'il n'aime pas. Et si on faisait le commentaire d'avant-après, avant j'aime pas, après
Ah, c'est pas si mal que ça quand même, quoi. Et là, on parle encore de mobilité. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des moments de ta vie, dans des postures d'immobilité, alors physique peut-être, mais notamment psychologique? Psychologique, non. Tu as toujours été mobile psychologiquement, intellectuellement? Ouais. Ça, de ce côté-là, j'ai pas trop de soucis. J'ai une... Alors, je sais pas pourquoi, mais je passe assez vite du coq à l'âne. Je suis capable d'avoir les plus grosses emmerdes et de m'allonger et de dormir tout de suite. Et à vrai dire, dès que j'arrête de réfléchir, je dors. Je peux dormir, si je conduis pas, je dors. Si je vais dans un avion, je dors. Et je prends des 10 minutes par là, une demi-heure par ici. Donc après, je déconnecte tout de suite, quoi. La mobilité pour toi, c'est l'activité, c'est même parfois la suractivité. C'est souvent la suractivité. C'est souvent la suractivité. Mais comme me dit ma femme, il n'y a pas de plainte, tu le cherches. Tu te plains? Ça t'arrive? Moi, je me plains pas. Non. Jamais, mais bon, c'est parce vrai qu'on n'a que pas le droit, chez toi, de se plaindre? J'aime pas trop les gens qui se plaignent. J'aime pas trop ça, non. Très souvent, les gens qui se plaignent, en 10 minutes, un quart d'heure de discussion avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont tellement de bonnes choses autour d'eux. Et ils se plaignent. Donc, ils n'ont peut-être pas conscience de ce qu'ils ont autour d'eux. Ouais, parce et peut-être que la mobilité, justement, ils peut ne se leur posent pas la permettre de question. prendre conscience. Alors que on peut parler avec n'importe qui. Il y a des tonnes de bonnes choses autour de chacun, quoi. Ce qu'il faut, c'est faire la priorité de est-ce que je me contente de ce que j'ai en bien ou est-ce que je me focalise sur ce qui n'est pas bien, quoi. Est-ce que tu fais la différence entre plainte et reconnaissance de ce qui ne va pas bien chez soi? Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même. Moi, je serais plutôt dans la première partie. Évidemment. Parce que à un moment donné, je reviens à Prost. Pour avancer, il faut connaître ses défauts et y penser tout le temps. Donc, et il faut travailler sur soi. Ah ouais, mais celui qui ne travaille pas sur soi, c'est le début de la fin. Tu parlais de rendre visite aux personnes en situation de handicap hier. Est-ce qu'il t'arrive, comme ça, anonymement, d'aller dans la foule et d'aller discuter avec des bénévoles? Des festivaliers et des bénévoles, j'imagine. Pas plus tard que hier soir. Ouais. Tous les jours. Tous les jours, je passe dans la foule. Hier soir, pourquoi je suis allé dans la foule? Parce qu'on m'a dit pendant le concert des Insus, c'est blindé, il y a beaucoup de monde, on bouge pas. Donc voilà. Tu es allé mener ton sondage? Je suis allé voir tout seul. Donc la première partie, effectivement, il y avait du monde, mais dans la deuxième partie, après la régie, c'était hyper fluide. Donc quand on rencontre des gens, je leur pose la question, alors, vous trouvez ça comment? J'ai même eu un qui pleurait. Un qui était à l'origine de Landlo. Ah oui. Qui m'a dit, à l'inauguration, j'ai pleuré, et ce soir, en t'entendant parler, et devant les Insus, devant le téléphone, il avait les larmes aux yeux, le mec. C'est excellent, quoi. Puisqu'on a un petit peu de rab avec cette deuxième interview épilogue, un souvenir déroutant de tes meilleures charrues? Un souvenir déroutant. Noir Désir, milieu de concert, obligé d'envoyer 40 agents de sécurité pour tenir nos tours de son parce qu'ils étaient en train de monter dessus. Ou l'année dernière, Salut c'est cool, psychologiquement pas du tout préparé à ce genre de groupe, avec un public complètement déchaîné, très jeune, avec des méthodes de danse hallucinantes où à chacun son tour on se jette par terre et les 6 autres sautent sur le dos et puis 2 minutes. T'as joué à ça avec eux, c'est pour ça que tu fais des massages maintenant. J'ai surtout été voir le manager en lui disant tu dis à ton groupe de se calmer là parce que on va trouver des mecs après le concert par terre, quoi. Bon, ça c'est déroutant, ouais, parce que c'est des choses qui se passent aujourd'hui et bon, faut les avoir vécues une fois et puis après on s'habitue. Je me souviens il y a quelques années quand on a fait connaissance, on va dire, de façon plus rapprochée que les seuls bonjours au revoir, tu m'avais dit, et tu avais dit d'ailleurs en conférence de presse, moi mon objectif c'est de créer un maximum d'emplois. Ouais. Où en est ton objectif aujourd'hui? Je pense qu'on est plutôt pas mal parce que d'un côté aujourd'hui dans la société où je suis, quoi, elle dépend d'un groupe, maintenant c'est 6 sociétés, c'est 120 familles bretonnes, je répète. C'est-à-dire que
notre production, elle est entièrement faite en Bretagne. Ça va du polyester en passant par l'injection plastique, le composite, la chaudronnerie, la mécano-soudée, l'électronique, l'informatique, et sur 6 sociétés en Bretagne. Alors que tous nos concurrents aujourd'hui fabriquent ailleurs. Et là, tu parles de Tufigo. Voilà, mais S'agissant des vieilles charrues. c'est pareil, c'est le même état d'esprit de faire travailler tant que ça de sociétés bretonnes. On a gagné notre pari, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les achats on les fait en Bretagne ou un peu plus loin si on ne trouve pas et en qualité et en quantité ou simplement en produit. Mais on voit bien que si on arrivait à... Il faudrait qu'on refasse une étude d'impact comme on avait fait il y a quelques années, mais je sais qu'il y a une dizaine d'années c'était déjà 100 emplois à temps complet. Bon, 100 emplois à temps complet pour une petite association du Centre-Bretagne, c'est pas mal. Aujourd'hui, rien que ce mois-ci, c'est plus de 2000 fiches de paye, quoi. Donc je pense qu'on représente aujourd'hui dans l'économique breton. D'ailleurs, si on posait la question des mots-clés en Bretagne, je pense que les vieilles charrues, on les retrouverait dans les mots-clés, je pense, parce que dans les 70 métiers qu'on a, on fait travailler énormément de sociétés et puis on est super content de le faire. Et des sociétés et des personnes, des individus qui ont besoin de s'identifier aux vieilles charrues. Quel regard tu portes sur le besoin d'identification, le besoin d'appartenance à cette belle famille que constituent les vieilles charrues? Tu disais en conférence de presse qu'il y avait des New-Yorkais, puisque les vieilles charrues vont s'exporter à New York, qui n'ont jamais mis les pieds ici à Carême et qui portent les vêtements des vieilles charrues. Ouais. L'identité, c'est un truc assez particulier à expliquer. Je crois que les gens se sont appropriés ça. C'est leur festival, les bénévoles. Le fait aussi, c'est la quantité de bénévoles qu'il y a. Donc, plus de 6000 bénévoles, forcément, ça touche 6000 familles, où tout est organisé toute l'année pour être présent la semaine des vieilles charrues. Donc, forcément, dès lors qu'ils vont se retrouver à aller ailleurs qu'en Bretagne, avant, vous êtes d'où? De Carhaix. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Aujourd'hui, ils vont en vacances, ils vont dans la famille en dehors de Bretagne, ils vont, peu importe où ils vont sur des salons à l'étranger, on les retrouve d'où vous êtes? De Carhaix. Vous savez où il y a le festival des vieilles charrues? Ce qui veut dire qu'il y a quand même une appartenance qui est... parce que c'est leur festival, c'est un peu comme l'équipe de France, quoi. Il y a aujourd'hui 6500 sélectionneurs. On voit bien quand on balance la programmation. Donc cette appartenance, chaque festival, il faut avoir quelque chose à raconter. On me posait la question hier sur les autres festivals en France et comment nous on voyait les autres festivals. Moi je trouve ça génial, les autres festivals. Alors ça reste génial à condition qu'il y ait une histoire à raconter. Et le festival qui essaye de recopier un autre, je trouve pas ça bien, quoi. Par contre, toutes les identités complètement différentes qu'il y a, on prend les 5 ou 6 gros festivals en France, ils ont tous une histoire à raconter. Et c'est donc pour ça qu'ils sont encore là. Eh ben ouais, donc ils ont une identité. Et puis ceux qui les suivent, ceux qui y viennent, ceux qui y travaillent, ils sont complètement à l'image de leur festival. Que fera Jean-Luc dans 25 ans pour les 50 ans des vieilles charrues? Mystère et boule de gomme, sûrement que j'en serai pas très loin. Maintenant, 25 ans, ça fait loin. Ça fait loin. J'ai pas encore l'habitude à me projeter à 25 ans. Tu te projettes jusqu'à quand en tant que membre des vieilles charrues? Assez facilement à 5 ans, quoi. 5 ans, 2020, 2022, les années 2022, 30 ans, c'est assez facile de s'y projeter. Et puis bon, comme on a toujours 50 000 projets en même temps, dès l'année prochaine, il y a des choses qui vont changer, c'est clair. Et par on y exemple, travaille. un scoop. Ouais, il faut travailler au moins 5 ans. Ouais. Un scoop, qu'est-ce qui va changer l'année prochaine? On a déjà évoqué des projets comme la 5e scène, c'est sûr. Ça, c'est une idée qu'on a déjà... Ça y est, c'est validé? C'est validé. C'est des idées qu'on a depuis longtemps. On s'était dit pas avant passer les 25 ans. Bon, ça y est, on y est, les 25 ans, donc, ou la 25e édition. Et c'est un projet très très fort. Si on ne le fait pas l'année prochaine, ce sera l'année suivante. Mais ça se fera. C'est impératif pour aller chercher, pour ouvrir à un public qui n'est pas forcément là aujourd'hui et qui fait peut-être des centaines de kilomètres pour aller vivre des festivals autres que ceux qu'on a en France. Donc il est évident qu'on n'a pas le choix, il faut s'adapter au public. Et on l'a fait plusieurs fois dans le passé, hein, quand on a créé Guarnic, à l'époque c'était la Garenne, c'était pour
justement avoir un lieu pour tout ce qui était musique du monde, Bretagne et tout ça. Ça s'est transformé en Guarnic. Et puis quand on a fait la 3e scène, c'était aussi au départ, à l'époque des Technival, pour ouvrir une soirée électro. Oui. Et on s'aperçoit que ça a marché puisque on a réussi à capter une partie de ce public. À l'époque, on faisait une soirée d'électro sur les 3 ou 4 soirs. Je pense qu'aujourd'hui, ça mérite 4 soirs d'électro, quoi. Et si on reste réglo dans nos propos, c'est-à-dire ouvrir à tous les styles de musique et tous les âges, on ne peut pas avoir un truc à 5 cordes mais avec seulement 4 cordes, quoi. Et la scène électro, une vraie scène électro avec des écrans vidéo partout, comme on peut voir dans certains festivals, elle est nécessaire. Donc si ce n'est pas 2017, ce sera 2018. Continue à nous éclabousser. Ouais. Avec plaisir en plus. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Merci Aurélie, Mathieu et Lilian. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.